Deuxième partie, chapitre 1. À la fin de l'hiver, une consultation eut lieu dans la maison des Shtcherbatsky pour décider de l'état où se trouve... D'accord. Donc, deuxième partie, chapitre 1. À la fin de l'hiver, une consultation eut lieu dans la maison des Shtcherbatsky pour décider de l'état où se trouvait la santé de Kitty et ce qu'il fallait entreprendre pour restaurer ses forces amoindries. Elle était souffrante, et l'approche du printemps ne faisait qu'aggraver son mal. Le médecin de la famille lui avait donné de l'huile de foie de morue, puis du fer, et enfin de la pierre infernale. Mais ni l'un ni l'autre de ces remèdes ne lui avait procuré de soulagement, et, comme il lui avait conseillé un voyage à l'étranger à la fin du printemps, on avait appelé en consultation un médecin renommé. Le médecin renommé, homme encore jeune et de belle prestance, avait exigé un examen de la malade. Il avait semblé insister, avec une complaisance particulière, sur le fait que la pudeur des jeunes filles n'était qu'un reste de barbarie, et qu'il n'y avait rien de plus naturel, pour un homme encore jeune, que de palper une jeune fille dévêtue. Il trouvait cela naturel, parce qu'il le faisait chaque jour. Il n'y voyait rien de mal, et il considérait la pudeur des jeunes filles non seulement comme un reste de barbarie, mais comme une injure personnelle. Il fallut s'incliner, car, bien que tous les docteurs eussent étudié dans la même école, dans les mêmes livres, et fussent nantis de la même science, bien que certaines personnes prétendissent que, tout célèbre qu'il était, ce médecin ne valait rien, il était admis, dans la maison et dans le cercle de la princesse, que ce célèbre docteur était le seul qui eût des connaissances particulières, et le seul qui pût sauver Kitty. Après l'examen attentif et l'auscultation de la malade, éperdu de honte, le célèbre docteur, lorsqu'il se fut lavé soigneusement les mains, resta au salon pour s'entretenir avec le prince. Le prince fronçait les sourcils et tout sautait en écoutant le docteur. En homme d'un certain âge, pourvu de bon sens et d'une solide santé, il ne croyait pas à la médecine et, au fond de son cœur, pestait contre toute cette comédie, d'autant qu'il était peut-être le seul à comprendre la maladie de Kitty. Encore un qui aboie après la lune, songeait-il, en appliquant en pensée au célèbre docteur ce terme de vocabulaire des chasseurs et en écoutant ses bavardages sur les symptômes de la maladie de sa fille. Le docteur, pendant ce temps, avait peine à contenir l'expression de son mépris pour ce vieux gentillâtre et condescendait à s'abaisser à son niveau. Il avait compris que c'était du temps perdu que de parler avec le vieil homme, et que le véritable chef de famille était la mère. C'était pour elle qu'elle réservait son éloquence. À ce moment, la princesse entra dans le salon avec le médecin de la famille. Le prince s'éloigna, en faisant son possible pour ne pas laisser voir combien il trouvait toute cette comédie ridicule. La princesse était éperdue et ne savait que faire. Elle se sentait coupable envers Kitty. « Eh
bien, docteur, décidez de notre sort, dit la princesse. Dites-moi tout. Reste-t-il un espoir? Voulait-elle dire. Mais ses lèvres se mirent à trembler, et elle ne put prononcer ces mots. Qu'en dites-vous, docteur? Je vais examiner la question en séance tenante avec mon collègue. Et alors, j'aurai l'honneur de vous donner mon opinion. Nous vous laissons, comme il vous plaira. La princesse poussa un soupir et sortit. Lorsque les deux docteurs furent restés seuls, le médecin de la famille émit timidement son opinion, qui était qu'on avait affaire à un début de tuberculose, mais que, cependant, etc., etc. Le célèbre docteur l'écoutait et, au milieu de son discours, consulta sa grosse montre en or. « Oui, dit-il, mais le médecin de famille se tut respectueusement, en plein milieu de son exposé. Nous ne pouvons, comme vous le savez, diagnostiquer un début de tuberculose. Jusqu'à l'apparition des cavernes, il n'y a rien de positif. Mais nous pouvons avoir des soupçons. Et il y a des indices. Mauvaise alimentation, irritabilité nerveuse, etc. La question se pose ainsi. S'il y a présomption de tuberculose, que faut-il faire pour maintenir une alimentation suffisante? Mais vous savez bien qu'il y a toujours ici, à l'arrière-plan de causes morales, se permit d'insinuer avec un fin sourire le médecin de famille. Cela va de soi, répondit le célèbre docteur, en regardant de nouveau sa montre. Je m'excuse, mais le pont Yaouski est-il rétabli, ou faut-il encore faire un détour? Demanda-t-il. Ah, il est rétabli. Alors je peux y être en 20 minutes. Nous disions donc que la question se pose ainsi. Améliorer l'alimentation et guérir les nerfs. L'un et l'autre étant liés, il faut agir sur les deux moitiés du cercle. Et un voyage à l'étranger? Demanda le médecin de famille. Je suis ennemi des voyages à l'étranger. Veuillez me suivre. S'il y a un début de tuberculose, ce que nous ne pouvons pas savoir, un voyage n'apportera aucun soulagement. Il nous faut un moyen inoffensif d'améliorer l'alimentation. Et le docteur exposa son plan. Une cure d'eau de Soden, dont le mérite principal était d'être inoffensif. Le médecin de famille l'écouta jusqu'au bout avec une attention respectueuse. Mais, en faveur d'un voyage à l'étranger, je ferai valoir le changement d'habitude, l'éloignement de conditions propres à rappeler certains souvenirs. Et puis, la mère le désire, ajouta-t-il. Ah, dans ce cas, très bien, qu'elle parte. Mais pourvu que ces charlatans allemands n'aillent pas aggraver le mal. Il faut qu'elle suive nos prescriptions. Mais oui, qu'elle s'en aille. Et il jeta un dernier coup d'œil à sa montre. Oh, il est temps. Il se dirigea vers la porte. Le célèbre docteur, le sentiment des convenances le lui avait soufflé, dit à la princesse qu'il était nécessaire qu'il vît la malade encore une fois. Comment? Vous allez de nouveau l'examiner? S'écria la mère avec effroi. Oh, non, je n'ai besoin que de quelques détails, princesse. Je vous en prie. Et la mère, accompagnée du docteur, rejoignit Kitty dans le salon. Amaigrie, le visage enflammé, une lueur bizarre dans les yeux, reste de la honte qu'elle avait endurée. Kitty était debout, au milieu de la pièce. Quand le docteur entra, elle devint pourpre et ses yeux se remplirent de larmes. Sa maladie et le traitement qu'on lui imposait lui paraissaient stupides, grotesques même. Le traitement lui semblait aussi ridicule que d'essayer de réunir les morceaux d'un vase brisé.
C'était son cœur qui s'était brisé. Il croyait la guérir avec des pilules et des poudres, mais il lui était impossible de chagriner sa mère, d'autant plus que celle-ci se sentait coupable. « Veuillez vous asseoir, princesse, » dit le célèbre docteur. Il s'assit en souriant en face d'elle, lui tâta le pouls et recommença à lui poser des questions fastidieuses. Elle lui répondit, puis, soudain, impatientée, elle se leva. « Excusez-moi, docteur, mais je vous assure que tout ceci ne mènera à rien. Voilà 3 fois que vous me demandez la même chose. » Le célèbre docteur ne se piqua point. « Susceptibilité maladive, » dit-il à la princesse, lorsque Kitty fut sortie. D'ailleurs, j'avais terminé. Et le docteur, s'adressant à la princesse comme à une femme exceptionnellement intelligente, lui décrivit savamment l'état de sa fille et conclut en lui prescrivant de boire des eaux qui n'étaient d'aucune efficacité. À la question « Devons-nous partir à l'étranger ?» le docteur se plongea dans ses réflexions, comme s'il avait à trancher une question délicate. Enfin, il énonça son jugement. Il pouvait partir, mais ne devait pas se fier aux charlatans et s'en tenir à ses prescriptions. Après le départ du docteur, on eut l'impression que quelque chose d'heureux était arrivé. La princesse, rassérénée, revint auprès de sa fille et Kitty fit semblant d'avoir retrouvé son entrain. Il lui arrivait souvent maintenant de se composer une attitude. « Vraiment, je me porte bien, maman. Mais si vous voulez partir, partons, » dit-elle, et s'efforçant de témoigner de l'intérêt à ce projet de voyage, elle se mit à parler des préparatifs. Chapitre 2. Après le docteur, arriva Dolly. Elle savait que la consultation devait avoir lieu ce jour-là, et quoiqu'elle fût à peine remise de ses couches, elle avait mis au monde une petite fille à la fin de l'hiver. Et malgré tous ses soucis, elle avait quitté son nourrisson et une de ses filles qui commençait une maladie pour venir s'informer du sort de Kitty. « Bien, » dit-elle en entrant dans le salon, sans ôter son chapeau. « Vous avez l'air tous gais. C'est donc que tout va bien. » On essaya de lui raconter ce qu'avait dit le docteur. Mais, quoique le docteur eût parlé très longtemps, dans ce langage le plus choisi, il fut impossible de répéter ce qu'il avait dit. Le seul point intéressant était qu'on avait décidé de partir à l'étranger. Dolly, involontairement, poussa un soupir. Sa meilleure amie, sa sœur, allait s'en aller. Et sa vie n'était pas gaie. Ses rapports avec Stepan Arkadievitch depuis la réconciliation lui semblaient humiliants. La soudure opérée par Anna s'était révélée fragile, et l'union des époux risquait toujours de se briser au même endroit. Il n'y avait rien de précis, mais Stepan Arkadievitch n'était presque jamais chez lui. L'argent manquait presque toujours, et Dolly était constamment torturée par le soupçon. Elle le rejetait, craignant les souffrances déjà endurées de la jalousie. Le premier accès, une fois surmonté, ne pouvait plus se reproduire, et la découverte d'une nouvelle infidélité n'aurait pu avoir sur elle un effet aussi violent que la première fois. Sa découverte l'eût seulement privée des habitudes conjugales, et elle se laissait tromper, le méprisant et se méprisant plus encore pour cette faiblesse. Outre cela, les soucis d'une nombreuse famille ne lui laissaient pas de répit. Tantôt l'allaitement du nourrisson ne se faisait pas bien, tantôt une des bonnes s'en allait, tantôt, comme en ce moment, l'un des petits tombait malade. « Comment vont tes enfants ?» lui demanda la princesse. « Ah, maman,
Nous avons bien des ennuis. Lily commence quelque chose, et j'ai peur que ce ne soit la scarlatine. Je suis sorti aujourd'hui pour venir aux nouvelles, car je ne quitterai plus la maison, si c'est cela. Dieu nous en préserve. Le vieux prince était lui aussi sorti de son cabinet après le départ du médecin. Il offrit sa joue à Dolly, s'entretint quelques instants avec elle, puis se tourna vers sa femme. « Qu'avez-vous décidé ? Vous partez. Et qu'avez-vous l'intention de faire de moi ? Je crois que tu ferais mieux de rester, Alexandre, lui dit sa femme. Comme vous voudrez. Maman, pourquoi papa ne viendrait-il pas avec nous ? Dit Kitty. Ce serait plus gai, et pour lui et pour nous. Le vieux prince se leva et caressa de la main les cheveux de Kitty. Elle leva la tête et, souriant avec effort, le regarda. Il lui semblait toujours qu'il la comprenait mieux que tous les autres, quoiqu'il lui adressât rarement la parole. Elle était la préférée de son père, parce qu'elle était la plus jeune, et elle avait l'impression que son amour pour elle le rendait perspicace. Lorsque son regard rencontra les bons yeux bleus de son père fixés sur elle, il lui parut qu'il la perçait à jour et comprenait tous les sentiments mauvais qui s'agitaient en elle. Elle se haussa vers lui en rougissant, attendant un baiser. Mais il se contenta de lui tirer doucement les cheveux en disant « C'est bête de chignon. On ne peut même pas parvenir jusqu'à sa fille, et on caresse les cheveux d'une bonne femme qui a sauté le pas. Eh bien, Dolly, dit-il en s'adressant à sa fille aînée, que fait ton numéro ? Rien, papa, répondit Dolly, comprenant qu'il s'agissait de son mari. Il sort tout le temps. Je le vois à peine. Ne put-elle s'empêcher d'ajouter, avec un sourire ironique. Il n'est pas encore allé vendre ce bois à la campagne ? Non. Il en a toujours l'intention. Vraiment ? Fit le prince. Faut-il que je m'en charge ? Oui, dit-il à sa femme, en s'asseyant. Écoute, Kitty, reprit-il à l'adresse de sa cadette. Un beau matin, en te réveillant, il faut que tu te dises « Mais je suis tout à fait bien portante et gaie. Reprenons nos promenades matinales avec papa, par une bonne gelée. Qu'en dis-tu » Ce qu'avait dit son père semblait bien simple, mais Kitty, à ces mots, se troubla et se sentit aussi désemparée qu'un criminel confondu. Oui, il sait tout, il comprend tout, et il veut me faire entendre par là que, quelle que soit mon humiliation, je dois la surmonter. Elle n'eut pas la force de répondre. Elle ouvrit la bouche, fondit brusquement en larmes et quitta précipitamment la pièce. Voilà bien un de tes tours, dit la princesse, réprimandant son mari. Tu as toujours... Et elle entama un discours plein de reproches. Le prince écouta assez longtemps sans mot dire la semonce de sa femme, mais son visage se renfrognait de plus en plus. Elle est si à plaindre, la pauvre petite, si à plaindre, et tu ne sens pas qu'elle souffre de toute allusion à la cause de son chagrin. Ah, comme on peut se tromper sur les gens, dit la princesse, et, à son changement de ton, Dolly et le prince comprirent qu'elle parlait de Vronsky. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de loi contre des êtres aussi vils et aussi infâmes. Ah, je voudrais n'avoir point d'oreille pour entendre cela, dit le prince d'un air sombre. Il se leva, comme pour sortir, mais s'arrêta sur le pas de la porte. Il y a des lois, ma chère, et, puisque tu me provoques, je te dirai qui est responsable de tout cela. Toi, et toi seul. Il y a des lois contre ces petits godelureaux. Il y en a toujours eu. Oui. Et si les choses ne s'étaient pas passées comme elles n'auraient jamais dû se passer ? Tout vieux que je suis, je l'aurais provoqué en duel, ce joli cœur.
Maintenant, soignez-la et faites venir tous ces charlatans. » Le prince aurait sans doute continué longtemps sur ce ton, si la princesse, ainsi qu'elle faisait toujours dans les situations sérieuses, ne s'était aussitôt soumise et repentie. « Alexandre, Alexandre, » murmura-t-elle, tout en larmes, en s'approchant de lui. Dès qu'elle se fut mise à pleurer, le prince se calma lui aussi. Il vint vers elle. « Allons, c'est bon, c'est bon. Pour toi aussi c'est dur, je le sais. Que faire? Ce n'est pas un grand malheur. Dieu est miséricordieux. Merci. » ajouta-t-il, ne sachant plus ce qu'il disait et répondant au baiser humide de la princesse qu'il avait senti sur sa main. Et le prince quitta la pièce. Dès que Kitty, en larmes, était sortie du salon, Dolly, avec son instinct maternel, avait tout de suite senti que c'était là l'affaire d'une femme et s'était tenue prête à intervenir. Elle ôta son chapeau et, retroussant moralement ses manches, attendit le moment d'agir. Pendant que sa mère attaquait son père, elle s'était efforcée de retenir la princesse autant que le lui permettait sa piété filiale. Pendant l'éclat du prince, elle s'était tue. Elle avait éprouvé de la honte pour sa mère et de la tendresse pour son père, dont la bonté reprenait si facilement le dessus. Mais lorsque son père fut sorti, elle s'apprêta à faire le plus important, aller rejoindre Kitty et l'apaiser. « Il y a longtemps que je voulais vous dire, maman. Savez-vous que Lévin avait l'intention de demander la main de Kitty lorsqu'il est venu ici pour la dernière fois? Il en a parlé à Stiva. » »« Eh bien, je ne comprends pas. Peut-être que Kitty l'a refusé. Elle ne vous a rien dit? » ?»« Non, elle ne m'a parlé ni de l'un ni de l'autre. Elle est trop fière. Mais je sais que tout vient de ce... Et songez donc que si elle a refusé Lévin, et elle ne l'aurait pas refusé s'il n'y avait pas eu l'autre, j'en suis sûr. Et ensuite, elle a été si horriblement trompée. » La princesse fut épouvantée à la pensée de la responsabilité qui pesait sur elle. Et elle se fâcha. « Ah, je n'y comprends plus rien. Aujourd'hui, on veut n'en faire qu'à sa tête. On ne dit rien à sa mère. Et après, maman, je vais la retrouver. »« Vas-y, je ne t'en empêche pas, » répondit la mère. Chapitre 3. En entrant dans le salon de Kitty, une pièce charmante tapissée de roses, avec des bibelots en vieux saxe, aussi jeune, rose et joyeuse que Kitty elle-même 2 mois plus tôt. Dolly se souvint qu'elles avaient décoré cette chambre ensemble l'année dernière, et qu'elles étaient alors gaies et heureuses. Son cœur se glaça lorsqu'elle aperçut Kitty, assise sur une chaise basse près de la porte, les yeux fixés sur un coin du tapis. Kitty jeta un coup d'œil à sa sœur et l'expression froide et un peu sévère de son visage ne disparut point. « Il va falloir que je reste à la maison, et tu ne pourras pas venir me voir, » dit Daria Alexandrovna en s'asseyant à côté d'elle. « Je voudrais te parler. »« De quoi ?» demanda vivement Kitty, en relevant la tête d'un air effrayé. « Mais de ton chagrin. Je n'ai pas de chagrin. » « Laisse donc, Kitty. T'imagines-tu que je ne suis pas au courant? Je sais tout. Et, crois-moi, tout cela a si peu d'importance. Nous avons tous passé par là. » Kitty se taisait, et son visage gardait son expression sévère. « Il ne mérite pas que tu souffres à cause de lui, » reprit Daria Alexandrovna, en entamant franchement le sujet. « Parce qu'il m'a dédaigné, » dit Kitty d'une voix fêlée. « Ne me parle pas de cela, je t'en prie.
Ne m'en parle pas. Mais qui t'a dit cela? Personne. Je suis persuadé qu'il était amoureux de toi et qu'il l'est resté, mais... Ah, rien n'est plus affreux pour moi que ces condoléances, s'écria Kitty, en se fâchant tout à coup. Elle se détourna en rougissant et en tripotant de ses doigts fébriles la boucle de sa ceinture. Dolly connaissait cette habitude lorsqu'elle avait la sœur... Lorsqu'elle... Oula, pardon. Dolly connaissait cette habitude qu'avait sa sœur de tourmenter un objet avec ses mains lorsqu'elle s'emportait. Elle savait que Kitty était capable, à ces moments-là, de s'oublier et de laisser échapper des paroles inutiles et désagréables. Elle voulut la calmer, mais il était déjà trop tard. « Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ?» dit Kitty rapidement. « Que je me suis éprise d'un homme aux yeux de qui je n'existais pas, et que je meurs d'amour pour lui. Et c'est ma sœur qui me dit cela, en croyant me montrer de la compassion. Je ne veux pas de cette pitié, ni de cette hypocrisie. Kitty, tu es injuste. Pourquoi me tourmentes-tu? Mais au contraire, je vois que tu as de la peine. » Mais Kitty, dans sa colère, ne l'écoutait pas. « Je n'ai nulle raison de m'affliger ni de chercher des consolations. Je suis trop orgueilleuse pour me permettre jamais d'aimer un homme qui ne m'aime pas. Mais je ne dis pas non plus... Seulement, dis-moi la vérité, » reprit Daria Alexandrovna en lui prenant la main. « Dis-moi, Lévin t'a parlé ?» Au nom de Lévin, Kitty sembla perdre toute emprise sur elle-même. Elle sauta brusquement de sa chaise, jeta la boucle de sa ceinture par terre et, agitant les bras, s'écria « Que vient faire ici Lévin? Je ne comprends pas le besoin que tu as de me tourmenter. Je t'ai dit et je te répète que je suis orgueilleuse et que jamais, jamais je ne ferai ce que tu fais. Jamais je ne reviendrai à un homme qui m'a trompée et qui aime une autre femme. Je ne comprends pas cela. Tu le peux peut-être, moi pas. » Après avoir dit ces mots, elle jeta les yeux sur sa sœur et, voyant que Dolly se taisait, baissant tristement la tête. Kitty, au lieu de quitter la pièce quand elle en avait l'intention, s'assit près de la porte et se cacha le visage dans son mouchoir. Le silence se prolongea quelques minutes. Dolly pensait à elle. Son humiliation, dont elle n'avait que trop conscience, lui paraissait plus douloureuse encore, maintenant que sa sœur la lui avait rappelée. Elle ne s'attendait pas à une pareille méchanceté et elle en voulait à Kitty. Mais soudain, elle entendit le froissement d'une robe, un bruit de sanglots contenus et des bras se joignirent autour de son cou. Kitty était à genoux devant elle. « Ma petite Dolly, je suis tellement malheureuse, » murmura-t-elle avec une mine coupable. Et son joli visage, baigné de larmes, se cacha dans la jupe de Daria Alexandrovna. Comme si les larmes étaient le lubrifiant indispensable à la bonne marche des rapports entre deux sœurs, Dolly et Kitty, après avoir pleuré, ne parlèrent plus de ce qui les occupait. Mais bien que s'entretenant de sujets indifférents, elles se comprirent. Kitty comprit que les paroles qu'elle avait prononcées dans sa colère au sujet de l'infidélité de son beau-frère et de l'humiliation de sa sœur avaient frappé au cœur la pauvre Dolly, mais que celle-ci lui avait pardonné. Dolly, de son côté, savait tout ce qu'elle voulait savoir. Elle était convaincue que les pressentiments étaient justes et que le chagrin incurable de Kitty venait précisément de ce que Lévin l'avait demandé en mariage et de ce qu'elle l'avait refusé. Vronsky l'avait trompée, et elle était bien près d'aimer Lévin et de haïr Vronsky. Kitty ne lui souffla mot de ceci, elle parlait seulement de son état d'âme. « Je n'ai pas le moindre chagrin, » dit-elle lorsqu'elle se fut calmée. « Mais comprends-tu, tout me paraît maintenant abject, repoussant, grossier, moi en premier. Tu ne peux savoir quelles vilaines pensées me viennent à propos de tout. »« Quelles vilaines pensées peux-tu avoir ?» lui demanda Dolly en souriant. « Les plus vilaines, les plus grossières. Je ne peux te le dire.
Ce n'est ni de la tristesse, ni de l'ennui, mais c'est bien pire. C'est comme si tout ce qu'il y avait de bon en moi avait disparu. Il ne reste que le plus mauvais. Comment te dire, reprit-elle, lisant l'incrédulité dans les yeux de sa sœur. Papa a voulu me parler tout à l'heure. J'ai cru qu'il pensait seulement que j'avais besoin de me marier. Si maman m'emmène au bal, je m'imagine que c'est uniquement pour me marier au plus vite et se débarrasser de moi. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas chasser ces pensées. Je ne peux plus supporter les jeunes gens à marier, comme on dit. J'ai toujours l'impression qu'ils prennent mes mesures. Avant, c'était pour moi un plaisir sans arrière-pensée que d'aller quelque part en robe de bal. Je ne m'admirais moi-même. Maintenant, j'ai honte. Je me sens mal à mon aise. Que veux-tu? Le docteur. Eh bien. Kitty s'arrêta. Elle voulait poursuivre. Dire que depuis que ce changement s'était produit en elle, Stepan Arkadievitch lui était devenu odieux, et que sa vue faisait naître dans son esprit les représentations les plus grossières et les plus inconvenantes. Oui, tout m'apparaît sous le jour le plus trivial et le plus abject, reprit-elle. C'est là ma maladie. Peut-être que cela se passera. N'y pense pas. Je ne puis. Je ne me sens à mon aise que chez toi, avec les enfants. Quel dommage que tu ne puisses venir y habiter en ce moment. Si, je viendrai. J'ai eu la scarlatine, et je convaincrai maman. Kitty tint bon. Kitty tint bon et alla s'installer chez sa sœur. Elle soigna ses neveux pendant toute la durée de la scarlatine, car c'était bien cela. Grâce aux deux sœurs, les enfants furent tirés du danger. Mais la santé de Kitty ne se rétablit pas. Au cours du Grand Carême, les Shtcherbatsky partirent à l'étranger. Chapitre 4. Il n'y a qu'un cercle dans la société choisie de Pétersbourg. Tout le monde s'y connaît. On va l'un chez l'autre. Mais ce cercle étendu présente des subdivisions. Anna Arkadievna Karénine avait des liens étroits avec 3 milieux différents. L'un était le cercle officiel de son mari, composé de ses collègues et de ses subordonnés, réunis ou divisés par les conditions sociales les plus diverses et les plus capricieuses. Anna se souvenait à peine du sentiment de révérence, quasi religieuse, qu'elle ressentait les premiers temps pour ces personnages. Maintenant, elle les connaissait tous, comme on se connaît dans un chef-lieu de district. Elle connaissait leurs faiblesses, leurs manies, voyait où le bas les blessait, et était au fait des rapports qu'ils entretenaient les uns avec les autres, et avec le centre principal. Elle savait comment et par quoi ils se tenaient, ce qui les unissait ou les séparait. Mais ce cercle d'hommes, où l'on n'agitait que des raisons d'État, ne l'avait jamais vraiment intéressée, malgré les instances de la comtesse Lydie. Et elle le fuyait. Le second cercle qu'elle fréquentait était celui qui avait servi à Alexis Alexandrovitch à faire sa carrière. Le centre en était la comtesse Lydie Ivanovna. C'était une société de vieilles femmes dévotes, laides et vertueuses, et d'hommes ambitieux, intelligents et instruits. Un des hommes intelligents qui appartenait à ce cercle l'avait baptisé la conscience de la société pétersbourgeoise. Alexis Alexandrovitch tenait beaucoup à cette coterie et Anna, si habile à s'adapter à son entourage, s'y était fait des amis dans les premiers temps de son séjour à Pétersbourg. Mais maintenant, depuis son retour de Moscou, ce groupe lui était devenu insupportable. Il lui semblait que tout le monde, et elle la première, y était figée dans une attitude.
et elle y éprouva un tel ennui et un tel malaise qu'elle raréfia autant que possible ses visites à la comtesse Lydie Ivanovna. Le troisième cercle où Anna avait des relations était à proprement parler le monde des bals, des dîners, des grandes toilettes, le monde qui se tenait d'une main à la cour pour ne pas tomber dans le demi-monde qu'il croyait mépriser, mais dont les goûts étaient non seulement proches des siens, mais identiques. Elle tenait à ce cercle par la comtesse Betsy, femme d'un de ses cousins, qui avait 100 000 roubles de revenus et qui, dès l'apparition d'Anna dans le monde, s'était prise pour elle d'une affection particulière. Elle la comblait d'attention et l'attirait dans son cercle, en se moquant de celui de la comtesse Lydie Ivanovna. Quand je serai vieille et laide, je serai comme elle, disait Betsy. Mais une jeune et jolie femme comme vous ne doit pas encore s'enfermer dans cet asile de vieillards. Au début, Anna évitait autant qu'elle le pouvait le milieu de la princesse Tverskoï, car il exigeait des dépenses au-dessus de ses moyens, et elle préférait au fond le premier cercle de ses relations. Mais après son voyage à Moscou, ce fut le contraire. Elle se mit à fuir ses amis vertueux et sortit dans le grand monde. Là, elle rencontrait Vronsky et en éprouvait une joie mêlée de trouble. Elle rencontrait le plus souvent Vronsky chez la princesse Tverskoï, née Vronsky et cousine germaine d'Alexis Kirillovitch. Vronsky se trouvait partout où il avait une chance de rencontrer Anna et lui parler de son amour chaque fois qu'il le pouvait. Elle ne lui en fournissait jamais le prétexte, mais chaque fois qu'elle le rencontrait, ce même sentiment de plénitude qui l'avait saisi la première fois qu'elle l'avait vu dans le wagon embrasait son âme. Elle sentait que lorsqu'elle l'aperçut, elle sentait que lorsqu'elle l'apercevait, la joie éclatait dans ses yeux, forçait ses lèvres à sourire, et elle ne pouvait dissimuler l'expression de cette joie. Tout d'abord, Anna crut sincèrement qu'elle était mécontente qu'il se permît de la poursuivre, mais, peu de temps après son retour de Moscou, arrivant à une soirée où elle pensait le trouver et où il n'était pas là, la tristesse qui l'envahit. Elle comprit clairement qu'elle se dupait elle-même, que non seulement les assiduités de Vronsky ne lui déplaisaient point, mais renfermaient tout l'intérêt de son existence. Une cantatrice célèbre chantait pour la seconde fois, et toute la société de Pétersbourg était au théâtre. Apercevant sa cousine, Vronsky, sans attendre l'entracte, quitta son fauteuil du premier rang pour aller la retrouver dans sa loge. « Eh bien, vous n'êtes pas venu pour le dîner, lui dit-elle. Cette seconde vue des amoureux était vraiment étonnante, ajouta-t-elle, avec un sourire de façon à n'être entendue que de lui seul. Elle n'était pas là. Mais venez à l'opéra. Vronsky la regarda d'un air interrogateur. Elle inclina la tête. Il la remercia d'un sourire et s'assit à côté d'elle. « Ah, je me souviens de vos railleries, » reprit la princesse Betsky, qui trouvait un plaisir particulier à suivre les progrès de cette passion. « Voilà où cela vous a mené. Vous êtes pris, mon cher. »« Je ne désire qu'une chose, c'est d'être pris, » répondit Vronsky, avec son bon sourire tranquille. « Si j'ai à me plaindre, c'est de ne pas l'être assez pour dire la vérité. Je commence à désespérer. »« Que pouvez-vous espérer ?» dit Betsy avec l'air de s'offenser pour son ami. « Entendons-nous. » Mais dans ses yeux brillaient des petites flammes qui disaient qu'elle comprenait parfaitement, et tout comme lui, quel espoir il pouvait en retenir. « Rien, » dit Vronsky, en riant, et en découvrant ses dents bien rangées. « Pardon, » ajouta-t-il, en prenant la lorgnette des mains de sa cousine pour regarder par-dessus son épaule nue la rangée des loges d'en face. « Je crains de devenir ridicule. » Il savait fort bien qu'aux yeux de Betsy,
et de tous les gens du monde, il ne courait aucun risque d'être ridicule. Il savait fort bien qu'aux yeux de ces personnes, le rôle de soupirant et conduit d'une jeune fille, et en général d'une femme libre, pouvait être ridicule. Mais le rôle d'un homme qui fait la cour à une femme mariée, et met tout en œuvre pour la séduire, ce rôle-là a quelque chose de beau et de grand, et ne peut jamais être sujet à de la moquerie. Aussi, fût-ce avec un sourire fier et joyeux, se jouant sous sa moustache, qu'il abaissa la lorgnette et regarda sa cousine. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu dîner ?» lui dit-elle en lui jetant un regard admiratif. « Il faut que je vous raconte cela. J'étais occupé. Et à quoi ? Je vous le donne en 100, en 1000. Vous ne devineriez jamais. J'ai réconcilié un mari avec l'offenseur de sa femme. Oui, c'est comme je vous le dis. Et vous avez réussi ? Presque. Il faut que vous me racontiez cela, dit-elle en se levant. Venez à l'autre entr'acte. Je ne peux pas. Je vais au théâtre français. Après Nilsson ? Demanda avec effroi Betsy, qui n'aurait jamais cru, qui n'aurait jamais su distinguer Nilsson de n'importe quel choriste. Que faire ? J'ai pris rendez-vous là-bas pour mon affaire de réconciliation. Heureux les pacificateurs, ils seront sauvés, dit Betsy, qui se rappelait alors que quelqu'un avait dit quelque chose d'approchant. Alors, asseyez-vous et racontez-moi. De quoi s'agit-il ? Et elle se rassit. Chapitre 5. C'est un peu leste, mais c'est si charmant que je meurs d'envie de vous le raconter, dit Vronsky, en la regardant avec des yeux rieurs. Je ne dirai pas les noms, mais je les devinerai. Ce sera encore mieux. Écoutez donc, 2 jeunes gens fort gais. Des officiers de votre régiment, bien entendu. Je n'ai pas dit que c'étaient des officiers, mais seulement 2 jeunes gens qui avaient bien déjeuné. Traduisez prix de vin. Peut-être. Ils allaient dîner chez un de leurs camarades. De fort joyeuse humeur. Ils voient une jolie femme les dépasser en fiacre, se retourner et, du moins c'est ce qu'ils croient voir, leur faire signe de tête en riant. À leur étonnement, la beauté s'arrête devant la maison où ils se rendaient. Elle grimpe à l'étage supérieur. Ils ne voient que des lèvres fraîches sous une voilette et des petits pieds charmants. Vous racontez cela avec tant d'expression qu'il me semble que vous êtes un de ces 2 garçons. Que me disiez-vous alors tout à l'heure ? Donc, nos jeunes gens montent chez leurs camarades qui donnaient un dîner d'adieu. Là, burent-ils ? Peut-être un peu trop, comme toujours au dîner d'adieu. Pendant le repas, ils demandent qui habite au dernier étage. Personne ne le sait, sauf le domestique de leur ami, qui, lorsqu'il lui demande si des mamselles habitent au-dessus, répond qu'il y en a beaucoup. Après le dîner, les jeunes gens vont dans le cabinet du maître de la maison et écrivent une lettre à l'inconnu. Une lettre passionnée, pleine de protestations. Ils la portent eux-mêmes en haut afin d'expliquer ce qui pourrait ne pas paraître tout à fait clair dans la lettre. Pourquoi me racontez-vous de pareilles infamies ? Et après ? Il sonne. Sort une servante. Il lui donne la lettre et lui déclare qu'ils sont tous les 2 si amoureux qu'ils sont prêts à mourir sur le pas de la porte. La servante, étonnée, parlemente avec eux. Soudain, surgit un monsieur avec des favoris en forme de boudin rouge, comme une écrevisse. Il leur déclare qu'il n'y a personne d'autre que sa femme dans l'appartement, et qu'il les met à la porte. Comment savez-vous qu'il avait des favoris ? Comment dites-vous ? En forme de boudin ? Écoutez donc. Aujourd'hui, je suis allé les réconcilier. Que s'est-il passé ?
C'est là le plus intéressant. Il se trouve que ce couple heureux est celui d'un conseiller titulaire et d'une conseillère titulaire. Le conseiller titulaire a porté plainte et je me suis fait médiateur. Et quel médiateur! Je vous assure que Talleyrand n'est rien à côté de moi. Où était la difficulté? Mais suivez-moi. Nous nous sommes excusés comme il convenait. Nous sommes au désespoir. Nous vous prions de nous pardonner ce fâcheux malentendu. Le conseiller titulaire à Boudin commence à fondre. Mais il veut aussi exprimer ses sentiments. Et dès qu'il se met à les exprimer, il s'emporte et dit des grossièretés. Je dois remettre en jeu tous mes talents diplomatiques. Je reconnais que leur conduite a été déplorable, mais je vous prie de tenir compte du malentendu de leur jeunesse. Ces jeunes gens venaient de déjeuner, vous comprenez. Ils se repentent du fond du cœur, demandent le pardon de leurs fautes. Le conseiller titulaire se radoucit. J'accepte, comte, et je suis prêt à pardonner. Mais comprenez que ma femme, une honnête femme, a dû subir les poursuites, les grossièretés et les impertinences de ces garnements, de ces vor. Or, les garnements étaient présents. Il m'a fallu les apaiser. J'use encore de ma toute diplomatie et, au juste moment où l'affaire est sur le point d'aboutir, mon conseiller titulaire pique une nouvelle colère, devient cramoisi, ses boudins se hérissent. Je me répands à nouveau en finesse diplomatique. Ah, il faut que je vous raconte cela, dit en riant la comtesse Betsy à une dame qui entrait dans la loge. Il m'a tellement amusé. Allons, bonne chance, ajouta-t-elle en tendant à Vronsky un doigt que son éventail laissait libre, et en empêchant par un mouvement des épaules son corsage de remonter, afin d'être complètement décolleté comme il convenait, lorsqu'elle irait se rasseoir sur le devant de sa loge, sous la lumière du gaz et aux yeux de tous. Vronsky partit au théâtre français, où il devait effectivement voir le commandant de son régiment, qui n'y manquait pas une seule représentation, et s'entretenir avec lui de son œuvre de réconciliation qui l'occupait et l'amusait depuis 2 jours. À cette affaire s'étaient mêlés Petritsky et le jeune prince Kedrov, charmant garçon, récemment entré au régiment. Et surtout, les intérêts du régiment étaient en jeu. Tous deux faisaient partie de l'escadron de Vronsky. Le conseiller titulaire Wenden était venu se plaindre au commandant de ces 2 officiers qui avaient offensé sa femme. Sa jeune femme, racontait Wenden, il n'était marié que depuis 6 mois, était à l'église avec sa mère lorsque soudain, éprouvant un malaise dû à sa situation intéressante, elle n'avait pu rester plus longtemps debout et avait emprunté le premier fiacre venu pour rentrer chez elle. Des officiers s'étaient alors lancés à sa poursuite. Elle avait pris peur et, sentant son malaise s'accroître, avait monté 4 à 4 l'escalier de sa maison. Wendell lui-même, qui rentrait du bureau, avait entendu un coup de sonnette et des voix. Il était sorti et, apercevant des officiers ivres porteurs d'une lettre, les avait mis à la porte. « Non, vous aurez beau dire, dit le commandant à Vronsky, qu'il avait convié auprès de lui. » Petritsky devint impassible. Pardon. « Non, vous aurez beau dire, dit le commandant à Vronsky, qu'il avait convié auprès de lui. » Petritsky devint impossible. Il ne passe pas 1 semaine sans s'attirer une histoire. Ce fonctionnaire n'en restera pas là. Vronsky voyait tout le côté fâcheux de l'affaire. Et comme il n'était pas question de duel en l'occurrence, il fallait tout mettre en œuvre pour adoucir ce conseiller titulaire et étouffer l'incident. Le commandant avait mandé Vronsky, précisément parce qu'il le tenait pour un homme d'esprit, soucieux de l'honneur de son régiment. Ils s'entretinrent un instant et décidèrent que Petritsky et Kedrov iraient avec Vronsky faire des excuses à ce conseiller titulaire. Le commandant et ses aiguillettes d'aide de camp auraient un effet adoucissant sur le conseiller titulaire. Et, de fait, ces 2 moyens se montrèrent en partie efficaces.
mais le résultat de leur réconciliation restait douteux, ainsi que l'avait dit Vronsky. Arrivé au théâtre français, Vronsky emmena le commandant au foyer et lui fit part du succès, ou plutôt de l'insuccès de sa mission. Après avoir réfléchi, le commandant décida de ne pas donner suite à l'affaire. Puis, par plaisir, il questionna Vronsky sur les détails de l'entrevue, et pendant un long moment, ne put se tenir de rire en écoutant son récit. Vilaine histoire, mais c'est à mourir de rire. Kedrov ne peut pourtant pas se battre avec ce monsieur. Il était si fâché que cela, demanda-t-il à nouveau en riant. Comment trouvez-vous Claire ce soir? Une merveille, dit-il, parlant de la nouvelle actrice française. On a beau la voir, souvent. Elle se renouvelle tous les jours. Il n'y a que les Français qui sont capables de cela. Chapitre 6. La princesse Betsy, sans attendre la fin du dernier acte, quitta le théâtre. Elle avait à peine eu le temps d'entrer dans son cabinet de toilette, de poudrer son long visage pâle, de rajuster sa robe et de commander le thé dans le grand salon, que les voitures vinrent se ranger, l'une après l'autre, devant sa vaste demeure de la grande Morskaya. Les invités gravissaient le large perron, et un gros Suisse qui, le matin, pour l'édification des passants, lisait les journaux derrière la porte vitrée, ouvrait sans bruit cette énorme porte pour laisser passer devant lui les arrivants. La maîtresse de maison, la coiffure et le visage rafraîchis, et ses invités entrèrent presque au même moment. Par des portes différentes, dans le grand salon aux murs sombres et au tapis moelleux, à la table brillamment éclairée où luisait sous les flammes des bougies la blancheur de la nappe, l'argent du samovar et la porcelaine transparente du service à thé. La maîtresse de maison s'assit derrière le samovar et ôta ses gants. Reculant les chaises avec l'aide des valets silencieux, la société se répartit, se divisant en deux groupes. Près du samovar, avec la maîtresse de maison, et, à l'autre bout du salon, autour de la jolie femme d'un ambassadeur, en robe de velours, aux sourcils noirs bien dessinés. La conversation, ici et là, hésitait comme toujours dans les premiers instants, interrompue par les arrivées, les compliments, les offres de thé et semblant chercher à quoi se fixer. Elle est extraordinaire en tant qu'actrice. On voit qu'elle a étudié Kolbach, disait un diplomate dans le cercle de la femme de l'ambassadeur. Avez-vous remarqué comme elle n'est pas tombée? Avez-vous remarqué comme elle est tombée? Ah, de grâce, ne parlons pas de Nilsson. Il n'y a rien de nouveau à dire sur elle, fit une grosse dame blonde, au teint rouge, sans sourcils et sans chignon, et vêtue d'une robe de soie fanée. C'était la princesse Miakoï, connue pour sa simplicité. La rudesse de ses propos est surnommée l'enfant terrible. La princesse Miakoï était assise entre les deux groupes et, prêtant l'oreille, prenait part à la conversation tantôt de l'un, tantôt de l'autre. Aujourd'hui, 3 personnes m'ont dit cette phrase à propos de Kolbach. On dirait qu'ils se sont donné le mot. Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase avait l'air de les enchanter. La conversation fut interrompue par cette réflexion, et il fallut trouver un autre thème. Racontez-nous quelque chose d'amusant, mais qui ne soit pas méchant, dit la femme de l'ambassadeur, qui possédait l'art de la conversation choisie, appelé en anglais small talk. Elle s'adressait au diplomate, qui lui non plus ne savait pas par où commencer. On dit que c'est très difficile, qu'il n'y a que la méchanceté qui soit drôle, reprit-il avec un sourire. Mais je vais essayer. Donnez-moi un thème. Tout est là. Quand le thème est donné, il est aisé de broder dessus. Je me dis souvent que les célèbres causeurs du siècle dernier seraient bien embarrassés maintenant de parler avec esprit. Tout ce qui est spirituel est
tellement ennuyeux. Il y a longtemps que cela a été dit, l'interrompit en riant la femme de l'ambassadeur. La conversation s'engagea avec agrément, mais précisément parce qu'elle avait trop d'agrément. Elle s'arrêta encore une fois. Il fallut recourir à un moyen sûr et infaillible, la médisance. Vous ne trouvez pas qu'il y a du Louis XV dans Touchkevitch ? Dit-il en désignant du regard un beau jeune homme blond qui se tenait près de la table. Oh, si, il est du même style que le salon, c'est pour cela qu'il vient si souvent ici. Cette conversation se maintint, car on y parlait par allusion de ce dont précisément on ne pouvait pas parler dans ce salon. Les rapports des Touchkevitch avec la maîtresse de maison. Autour du samovar et de la princesse Betsy. Pendant ce temps, la conversation, après avoir hésité de même entre trois thèmes inévitables, la nouvelle du jour, le théâtre et la critique du prochain, s'arrêta également à ce dernier, c'est-à-dire la médisance. Savez-vous que la Maltitchev, la mère, pas la fille, se fait faire un costume de diable rose ? Pas possible. Non, c'est charmant. Je m'étonne qu'avec son esprit, car elle n'est point sotte, elle ne s'aperçoive pas que c'est ridicule. Chacun eut un mot pour blâmer et tourner en dérision la malheureuse Maltitchev. Et la conversation se mit à pétiller gaiement, comme un feu qui commence à flamber. Le mari de la princesse Betsy, un gros homme débonnaire, collectionneur, passionné de gravure, apprenant que sa femme avait des invités, passa au salon avant de se rendre à son club. À pas silencieux, sur le tapis épais, il s'approcha de la princesse Miakoy. « Comment trouvez-vous Nilsson ?» lui dit-il. « Ah, peut-on faire peur ainsi aux gens ? Je ne vous avais pas entendu, répondit-elle. Ne me parlez pas de l'opéra, je vous en prie, vous n'entendrez rien à la musique. Je préfère descendre jusqu'à vous et vous entretenir de vos majoliques et de vos gravures. Quel trésor avez-vous découvert récemment ? Oh, décrochez-moi ça. Voulez-vous que je vous montre ? Mais vous n'y connaissez rien. Montrez. J'ai fait mon apprentissage chez ces... Comment les appelle-t-on ? Ces banquiers. Ils ont de très belles gravures. Ils nous les ont montrées. Comment ? Vous êtes allé chez Sturzburg ? Demanda la maîtresse de maison. Oui, ma chère. Ils nous avaient invités à dîner, mon mari et moi. Et on m'a dit qu'une des sauces leur avait coûté 1000 roubles, dit la princesse Miakoy à haute voix, sentant que tout le monde l'écoutait. Pourtant, cette sauce était exécrable. Il y avait quelque chose de vert dedans. Il a fallu leur rendre la politesse. Je leur ai fait une sauce de 85 kopecks, dont ils ont été enchantés. Je ne peux pas mettre 1000 roubles dans une sauce. Elle est unique, dit la maîtresse de maison. Étonnante, dit quelqu'un. L'effet produit par les discours de la princesse Miakoy était toujours le même. Son secret consistait à dire, quoique pas toujours à propos, comme en ce moment, des choses simples et en sens. Dans la société où elle vivait, ses propos faisaient l'effet de fines plaisanteries. La princesse Miakoy ne pouvait comprendre pourquoi elle avait tant de succès, mais elle savait qu'elle en avait et en profitait. Pendant le discours de la princesse Miakoy, tout le monde l'avait écouté, et la conversation s'était tue autour de la femme de l'ambassadeur. La maîtresse de maison voulut alors réunir toute la société et s'adressa à la femme de l'ambassadeur. « Vraiment ? Vous ne voulez pas de thé ? Vous devriez venir auprès de nous. »« Non, nous sommes très bien ici, » répondit en souriant la femme de l'ambassadeur, et elle reprit un entretien commencé. Cet entretien était très agréable. On critiquait les Karénines, mari et femme. Anna a beaucoup changé depuis son voyage à Moscou. Elle est bizarre, disait une de ses amies. Le changement tient surtout de ce qu'elle a ramené, l'ombre d'Alexis Vronsky, dit la femme de l'ambassadeur. Et pourquoi pas ?
Il y a un conte de Grimm, l'homme sans ombre, l'homme privé de son ombre. C'est un châtiment. Je n'ai jamais pu comprendre en quoi consistait ce châtiment. Cela doit être pénible pour une femme d'être sans ombre. Oui, mais les femmes qui ont une ombre finissent mal, habituellement, fit l'amie d'Anna. Puissiez-vous avoir la pépie, dit soudain la princesse Miakoy en entendant ces mots. La Karénine est une femme charmante. Je n'aime pas son mari, mais elle, je l'aime beaucoup. Pourquoi n'aimez-vous pas son mari? C'est un homme si remarquable, dit la femme de l'ambassadeur. Mon mari dit qu'il y a peu d'hommes d'État de sa classe en Europe. Mon mari dit la même chose. Mais je ne le crois pas, répliqua la princesse Miakoy. Si nos maris n'avaient pas dit cela, nous le verrions tel qu'il est. Or, à mon avis, Alexis Alexandrovitch n'est qu'un sot. Je dis cela tout bas. N'est-il pas vrai que cela éclaire tout? Auparavant, quand on m'ordonnait de le trouver intelligent, je cherchais toujours pourquoi, et pensais que c'était moi qui étais bête de ne pas voir son esprit. Mais dès que j'ai dit « c'est un sot », à voix basse naturellement, tout s'est éclairci. N'est-ce pas votre avis? Comme vous êtes méchante aujourd'hui. Pas du tout. Il n'y a pas d'autre issue. L'un de nous deux est bête. Et vous savez qu'il est impossible de dire cela de soi-même. Personne n'est satisfait de son état, mais chacun est satisfait de son esprit, dit le diplomate, citant un vers français. Justement, dit vivement la princesse Miakoy. Mais il est de fait que je ne vous abandonne pas, Anna. Elle est si aimable, si gracieuse. Est-ce sa faute si tout le monde est amoureux d'elle et si on la suit comme son ombre? Et je ne songe pas à la juger, dit l'ami d'Anna pour se justifier. Si personne ne nous suit comme notre ombre, cela ne prouve pas que nous ayons le droit de juger. Et, ayant arrangé comme il convenait l'ami d'Anna, la princesse Miakoy se leva et se rapprocha, ainsi que la femme de l'ambassadeur, de la table où la conversation générale roulait sur le roi de Prusse. « De quoi disiez-vous du mal là-bas » demanda Betty. « Des Karénines. » La princesse nous a fait le portrait d'Alexis Alexandrovitch, répondit la femme de l'ambassadeur, en s'asseyant près de la table avec un sourire. C'est dommage que nous n'ayons pas entendu, dit la maîtresse de maison, en jetant un coup d'œil vers la porte. Ah, vous voilà enfin, dit-elle en souriant à Vronsky, qui venait d'entrer. Vronsky, non seulement connaissait tout le monde, mais voyait chaque jour les gens qui étaient réunis là, ce soir. Il entra donc avec l'assurance qu'on a quand on entre chez des gens qu'on vient à peine de quitter. « D'où je viens ?» répondit-il à une question de la femme de l'ambassadeur. « Que faire? Je dois l'avouer. Des bouffes. Je crois bien que c'est la 100e fois. Et j'y trouve toujours un nouveau plaisir. C'est charmant. Je sais que c'est honteux, mais je dors à l'opéra, tandis qu'aux bouffes, je m'amuse jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, il nomma une actrice française et voulut narrer une anecdote la concernant. Mais la femme de l'ambassadeur l'interrompit, avec un effroi plaisant. « Je vous en prie, ne racontez pas ces horreurs. »« C'est bon, je me tais. D'autant plus que vous les connaissez toutes, ces horreurs. Et vous seriez toutes prêtes à y courir, si c'était admis comme l'opéra, » appuya la princesse Miakoy.